Ben, bonsoir tout le monde. Je prends le micro 2 petites minutes pour, d'abord pour vous souhaiter la bienvenue à Espace Ville Autrement et pour vous donner quelques petits mots sur l'espace Ville Autrement où on est ce soir. Oups. Allô, Guillaume? Je faisais une petite tentative, mais... Non. Et vous présenter les rendez-vous du patrimoine urbain autrement. Donc, pour ceux qui sont ici pour la première fois ce soir, on est dans l'espace Ville Autrement. C'est d'abord un espace de travail qui regroupe différents organismes qui, je vais vous étonner, qui travaillent à faire la ville autrement. Mais c'est aussi, au-delà d'un espace de travail, c'est aussi un lieu qui a une mission, qui est celle de créer des ponts entre la recherche et la pratique. C'est une mission qu'on porte en collaboration avec l'UQAM. On est dans un espace qui appartient à l'UQAM. Et ces ponts qu'on essaie ou qu'on crée, qu'on construit entre la pratique et la recherche, bien, ça peut prendre différentes formes, dont celle des rendez-vous du patrimoine urbain autrement. Donc voilà, donc ces rendez-vous-là, en fait, c'est une série d'événements qu'on organise conjointement avec la chaire de recherche en patrimoine urbain du Canada, avec les organismes Entremise, Architecture sans frontières et Passerelle, dont je fais partie. Donc, c'est tous des organismes qui sont des occupants de l'espace, et avec Guillaume Métier, professeur à l'UQAM, qui est aussi l'animateur de ces rendez-vous. L'objectif de nos rendez-vous, c'est de créer justement ces ponts entre la recherche et la pratique en invitant, ce soir on va faire exception, mais en invitant généralement une personne issue de la recherche et une personne issue de la pratique pour discuter ensemble d'un sujet d'actualité en patrimoine. Dans l'intérêt, en fait, de voir comment est-ce que quand on croise nos regards, quand on dialogue ensemble, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans ces réflexions-là. Donc, on le voit vraiment comme que ce soit un partage égal ou est-ce que c'est autant intéressant pour la recherche de voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait sur le terrain, que pour le terrain, de continuer à avancer avec ce que la recherche peut nous donner aussi comme piste de réflexion. Donc voilà, le prochain rendez-vous du patrimoine urbain aura lieu le 28 mars sur le sujet de l'évaluation patrimoniale, désolée. Donc, c'est l'évaluation autant, les méthodes d'évaluation qu'on utilise autant, par exemple, pour un classement du MCC que celles qu'on utilise pour des inventaires du patrimoine bâti, par exemple. Donc, soyez à l'affût sur nos réseaux, Instagram, Facebook, les pages d'Espace Ville Autrement. Il y aura plus d'informations qui vont venir pour ce prochain rendez-vous. Dernier petit point, la conférence de ce soir, parce que le rendez-vous de ce soir est filmé. Un autre petit point très technique, les toilettes sont à l'étage, donc il faut sortir de l'espace, ça va faire un bip, inquiétez-vous pas, il faut monter au premier étage. Et finalement, on vous invite à rester à la suite de la discussion pour prendre un verre. Je vous fais grâce des détails techniques, mais on n'a pas de permis d'alcool ce soir, donc ça va être un verre non alcoolisé, mais on a beaucoup de fromage pour compenser. Et voilà, ça fait le tour des points un peu plus techniques. Bonne soirée. Merci, Ariane. Vraiment désolé pour l'alcool. C'est des choses qui arrivent. Je commence avec l'essentiel, n'est-ce pas? Guillaume Métier, je suis professeur ici à l'UQAM en études urbaines. Je m'intéresse à plein de choses. Je dois dire que je réclame la posture d'amateur, comme Roland Barthes, sur beaucoup de questions. Je m'y intéresse, mais j'essaie de garder un étonnement quand je découvre des choses. Et donc, il y a des sujets que je connais, d'autres que je connais un peu moins. Là, je dois dire que ce soir, là, en parlant des fiducités sociales, on est assez loin de ce que je connais bien. Là. Donc, j'ai pris une tonne de notes, OK, dans 2 cahiers. Alors, j'ai fait mes devoirs quand même, mais je vais vous laisser largement la parole pour en parler parce que on a eu une petite discussion déjà de toute façon et c'était tout à fait fascinant, intéressant. Je pense que le plus simple, au fond, comme c'est lié à vos pratiques, vos vies, ça serait de vous commencer par vous présenter. Je ne sais pas dans quel ordre qui voudrait commencer, mais donc, c'est toi le boss. Alors, Émilie, tu étais malade. On va faire ça tout de suite. Tu peux faire ça tout de suite. Je te libère de ça. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Quelques visages que je connais dans l'assistance. Donc, Émilie Terrien, je suis avocate en droit immobilier, droit de l'économie sociale chez Terrien Couture Jolicoeur.
Je suis aussi porteuse de projet de requalification de l'église Saint-Clément dans Hochelaga Maisonneuve, donc le projet Station Viauville. Je travaille, dans le cadre de mon travail, je suis avec François Ferland, qui est par ailleurs derrière la fiducie d'utilité sociale d'Angus. Donc, on fait au quotidien, on travaille avec cet outil juridique qui est assez fascinant. Puis, même dans le cadre du projet de redéveloppement, de requalification d'église, ben, on envisage aussi d'implanter une FUS pour cela. Là, pour éviter des problèmes de prononciation, vous pouvez juste dire fiducie, FUS, parce que FUS, ouais, fiducie d'utilité sociale, des fois, c'est un petit peu laborieux. Voilà. Beaucoup de syllabes qui se chevauchent. Parfait. Merci beaucoup. Bon, tiens. Denis. Bon, bonsoir tout le monde. Mon nom est Denis Robitaille. Moi, des fiducies d'utilité sociale, j'en connais une particulièrement. C'est celle des Augustines qu'on a mis en place en 2009. Alors, j'étais le chargé de projet à l'époque, à partir de 2005, la création d'une fiducie d'utilité sociale pour prendre en responsabilité le patrimoine des Augustines du Québec, à Québec. Et responsable du projet, j'ai été pendant un temps directeur de la fiducie. Là, je suis fiduciaire. Alors, j'ai touché à peu près tous les chapeaux reliés à la fiducie, mais à une seule d'entre elles. Alors, l'intérêt peut-être, c'est qu'elle est là depuis 15 ans maintenant, donc il y a une certaine existence qui nous permet de tirer peut-être certaines conclusions, du moins. Et ça me fera plaisir de vous en parler. Actuellement, je demeure chargé de projet chez les Augustines. Je suis responsable de la reconversion du monastère de l'Hôpital général à Québec, qui est un édifice très ancien, qui remonte à l'époque des Récollets, donc qui a 403 ans cette année. 404, donc 2024. Parfait. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est vrai. On avait décidé, compte tenu des microbes, qu'on partageait le micro. Merci. Donc bonsoir, je m'appelle Alban Lenné. Je travaille chez Entremise, donc qui participe qui a participé à organiser cet événement ce soir. Moi, je travaille chez Entremise sur la création d'une fiducie d'utilité sociale commerciale mixte. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens ce soir. Donc moi, je suis vraiment en amont, puisque là, on démarre tout juste le projet. En fait, on a reçu une subvention du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole de Montréal pour réaliser cette fiducie. Donc, nous, on est vraiment aux prémices, on est vraiment au tout début de ce projet-là. Donc, j'interviendrai plutôt à ce titre, parce qu'on démarre tout juste. Mais c'est ça, en fait, l'idée, c'est de créer une fiducie sur des artères commerciales pour extraire en fait certains actifs du marché spéculatif immobilier et pour les mettre dans cette FUS pour permettre de garantir, disons, l'abordabilité de ces espaces et puis de participer à la revitalisation des artères qu'on aura ciblées au travers de ce projet. Donc voilà. Merci. Je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, mais on fait les rendez-vous ici, c'est plutôt une sorte d'échange, là, donc j'ai un certain nombre de questions, mais donc on va discuter, puis on aura une période de questions pour vous aussi rapidement. Donc, accumulez vos questions dans vos têtes. Ce serait intéressant de les partager par la suite. Alors, on va régler une question d'abord. Qu'est-ce que c'est un FUS? Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une série de conférences qui s'intéressent notamment à faire la ville autrement, à l'innovation. C'est un objet, une sorte de véhicule juridique plus ou moins connu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Puis peut-être nous l'expliquer, tenter de nous l'expliquer, en tout cas à partir d'une certaine emprise, mais peut-être aussi, évidemment, à partir de vos expériences. J'imagine que c'est structurant pour pouvoir en dire quelque chose. Donc, quelqu'un veut se lancer. Qu'est-ce que c'est un FUS? Je vais vous donner la définition juridique. Là. Bon, c'est un bon point de départ. Oui, il faudrait que j'essaye de me rappeler la définition exacte du code. Là. Mais dans le fond, c'est vous savez, chaque personne a ce qu'on appelle un patrimoine. Et une fiducie d'utilité sociale, c'est vous avez un constituant, donc quelqu'un qui, par exemple, a un bien immeuble qui constitue un nouveau patrimoine en transférant le bien qu'il a
dans cette fiducie-là. Et ce bien-là est affecté à une vocation, une mission qui doit être collective et qui doit être au bénéfice donc de la collectivité. Donc, vous avez donc le constituant, la personne qui transfère le bien. Vous avez les fiduciaires qui ont le devoir d'agir en fonction de la mission. Ils ont toutes sortes d'autres devoirs qui ressemblent à ceux des administrateurs d'OBNL. Puis vous avez donc les bénéficiaires qui sont la collectivité. Je peux juste expliquer que ça se constitue par acte. Donc, un document écrit où est-ce qu'on explique un peu justement la mission de la fiducie, les pouvoirs des fiduciaires, justement les biens qui sont transférés, etc. Les règles de fonctionnement aussi du Conseil des fiduciaires, etc. Là, il y a toutes sortes de détails, mais en gros, ça a l'air de tout ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un bon point de départ. Autre chose à ajouter? Peut-être que je peux vous raconter à quoi sert la fiducie du côté des Augustines. Peut-être que c'est une façon d'appliquer le cadre théorique qu'on vient d'avoir. Je vais raconter une histoire qui est un petit peu longue, mais ça va vous permettre de voir un peu. Alors, les Augustines, comme elles ont fondé 12 monastères au Québec, avaient des archives et des objets de collection importants, en quantité importante. Elles sont arrivées en 1639, donc elles ont beaucoup de choses. Et comme les communautés sont vieillissantes, les monastères, elles avaient 12 hôpitaux, 12 monastères. Les hôpitaux, ça va, c'est à l'État. Le monastère appartient aux sœurs, mais elles quittent tranquillement. Mais là, l'idée pour les sœurs, c'était de dire on voudrait rassembler les objets. Il y en a 50 000. On voudrait rassembler les archives. Il y en a 1 kilomètre linéaire. Et on voudrait créer un lieu dédié à la mémoire de l'ensemble des Augustines du Québec. Et ça pourrait être dans le monastère de l'Hôtel-Dieu, qui est à Québec, donc, qui est un monastère qui a été construit en 1695. Donc, il y a eu un incendie, donc, 17e, 18e siècle, classé, etc. Alors, la question, c'était, nous, on veut bien soutenir la création de quelque chose de semblable, mais les Augustines ne seront pas les propriétaires, les Augustines ne seront pas les gestionnaires de ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est on veut transmettre. Et leur projet, c'est de dire on veut le transmettre à la population du Québec. Alors, quand on a commencé à réfléchir avec elle sur ça, c'est de dire comment on va incarner cette volonté-là. Et l'autre volonté qu'elles avaient, c'est que ça soit utile socialement. C'est-à-dire donc, et elles disaient, nous, le monastère de l'Hôtel-Dieu a toujours été un lieu de vie, un lieu de prière, un lieu de vie communautaire et de répit pour les sœurs qui travaillaient à l'hôpital, franchissent une porte pour on est rendu à l'hôpital. Alors, elles disaient, il me semble que ça pourrait être un lieu ressourçant pour les soignants d'aujourd'hui. Et les gens, les proches aidants. Alors, vous voyez, il y avait donc une mission sociale, une volonté de transmission à la population, puis une volonté aussi non seulement de transmettre les biens, mais transmettre une mission. Alors, comment incarner cette volonté-là dans un cadre juridique? C'est là qu'on a découvert que ça existait. La fiducie d'utilité sociale a été introduite dans le Code civil en 1994. Puis nous, on était en 2008-2009 à discuter de tout ça. Puis il y avait très peu d'exemples au Québec. Puis c'était des exemples en patrimoine foncier. Donc pour protéger un territoire, un paysage, tout ça. Mais en patrimoine culturel, on n'en voyait pas vraiment. Donc on s'est un peu lancé dans ça en disant... l'intérêt qu'on y voyait, un des intérêts que moi, en tout cas, j'y voyais, c'était de protéger les sœurs aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles cèdent, c'était important qu'elles ne soient pas, au bout de 3, 4, 5 ans, on dit « Ah, ça ne marche pas le projet, les sœurs, récupérez vos affaires, puis repartez avec. » On ne voulait pas qu'elles soient... je voulais protéger le fait qu'elles voulaient céder et protéger l'intention qu'il y avait derrière pour pas que quelqu'un prend ça et dit finalement, le projet ne marche pas, on va tout vendre, ou bien on va reconvertir le monastère en faisant un espace à une autre fin, par exemple. Donc, la fiducie d'utilité sociale a servi à ça, c'est-à-dire de créer un cadre juridique qui fait en sorte que
les sœurs créent un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire elles créent, mais à partir du moment où elles cèdent le patrimoine à la fiducie, ça ne leur revient plus après. Ça devient un patrimoine autonome qui appartient donc à cette institution-là. Dans le détail juridique, là, Émilie, puis tu pourras préciser, mais pour nous, c'était ça. L'autre aspect, c'est que le bénéficiaire principal, c'est la population du Québec, donc c'est inscrit comme tel. Il y a deux bénéficiaires qui sont des OBNL, qui sont les opérateurs. Alors, la fiducie, dans ce cas-ci, est gardienne des intentions et gardienne des biens, est propriétaire des bâtiments, propriétaire des archives, propriétaire des collections. Donc, la fiducie a les objets, les biens, et aussi les intentions. Alors, ça veut dire que son rôle, c'est, au nom de la population, de rendre le patrimoine accessible à la population et de l'utiliser dans l'intention que les sœurs avaient de le rendre donc accessible et de faire que ce soit un lieu de ressourcement pour les proches aidants, les soignants. L'autre dimension qu'avait le contrat que le gouvernement nous avait donné, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des revenus autonomes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un OBNL qui, lui, gère le monastère, qui a une hôtellerie, il y a un musée, il y a des revenus autonomes qui proviennent des activités. La fiducie, en tant que propriétaire, les sœurs ont tous cédé à la fiducie. Puis la fiducie a fait faire les travaux comme propriétaire et donneur d'ouvrage, puis a confié à l'OBNL ensuite la gestion. La fiducie, il y a une personne, à l'OBNL, il y a une centaine. Vous voyez, c'est le rôle, c'est vraiment ce rôle, gardien des intentions. Et puis, donc, l'autre chose aussi, c'est la pérennité. C'est-à-dire que c'était important pour nous que les intentions soient pérennes et que la propriété soit pérenne aussi. C'est-à-dire que dans l'acte de fiducie, ça dit on ne peut pas vendre les biens, on ne peut pas s'en départir d'une manière ou d'une autre. On peut hypothéquer le bâtiment uniquement pour faire des travaux. Vous voyez, il y a toutes sortes de balises qui fait que on ne pourra pas se départir de ça. Et l'autre intérêt, c'est qu'une fois que la fiducie est créée et que tout ça est confié à la fiducie, le seul moyen de modifier quelque chose dans tout ça, c'est de l'œil devant les tribunaux. Donc, c'est protégé parce que le premier réflexe qu'on a eu, c'est de dire on va créer une OBNL qui va prendre toute l'affaire. Puis là, un OBNL, l'Assemblée générale est souveraine et l'Assemblée générale peut dire au bout de 30 ans, je peux donc dire, je sais pas, on va changer ça, ce projet-là. Alors, vous voyez, on voulait protéger les intentions des sœurs qui ne seront plus là pour voir dans 30 ans ce que ça a donné. Alors, et c'est ça qu'on a vu, nous. C'est comme ça que j'interprète un peu le cadre légal que tu viens de... Mais nous, c'est à ça que ça a servi. Mais la fiducie, c'est pas, comment je dirais, c'est pas ça le projet. Là. Le projet, c'est un monastère du régime français qui a été transformé pour accueillir du public. Il y a eu des 42 millions de travaux qui ont été faits dessus. Il est adapté à recevoir du public. Ça, là, puis l'administration de ça, c'est le projet. La fiducie, créer la fiducie, c'est donner un cadre à une intention et à des biens, à protéger des biens, mais je vais le dire tout de suite parce que c'est quelque chose qui m'apparaît important. Une fiducie, c'est très contraignant. Hein, vous voyez, là, on ne peut pas bouger. Là. Une fois que ça... Alors, ce qu'on a fait, nous, dans l'acte de fiducie, on a réduit les intentions à ce qui est de l'ordre de, par exemple, les proches aidants, les soignants, alors, des choses qui sont de l'ordre de la mission sociale et de la question de la pérennité. Mais tout ce qui est hôtellerie, par exemple, tout ce qui est activités qui ont un caractère lucratif, ce n'est pas inscrit dans l'acte. C'est un moyen. Comme ça, on pourrait changer les moyens parce qu'ils ne sont pas inscrits dans l'acte. On pourrait dire, je ne sais pas moi, on peut peut-être augmenter le nombre de chambres pour les proches aidants parce que, je ne sais pas moi, le gouvernement a décidé de donner une subvention puis de créer je ne sais pas quoi. On pourrait bouger. Mais l'important, pour nous, les revenus servent à la mission. Et l'autre affaire, la fiducie, ça ne génère pas des revenus. Une fiducie, ça imprime pas de l'argent. Donc, ça veut dire que le projet, lui, doit créer des conditions financières qui permettent à la fiducie d'exercer sa mission. Parce que cette fiducie-là, comme je vous disais,
50 000 objets, là, puis ça remonte au régime français. Des vieux, ça prend une réserve muséale, ça prend un centre d'archives. Il faut entretenir un bâtiment qui est... Bon, vous voyez, cette responsabilité financière-là, elle n'est pas assumée parce que tu as une fiducie. Elle est assumée parce que tu as une activité qui génère des revenus, d'économie sociale qu'on réinvestit dans la mission. Alors, c'est pour ça que je me permets de tout dire ça d'un coup, comme ça, ben, je vais vous écouter après. Mais c'est cette idée que parce qu'on me demande souvent, puisqu'on a travaillé sur ça depuis un moment déjà, puis qu'on l'expérimente, ça m'apparaît important de le dire que la fiducie, ça correspond très bien à ce qu'on voulait mettre en place, mais ça correspond très bien à l'ampleur de l'affaire aussi. C'est-à-dire que, au nom de la population, on prend soin d'un patrimoine de première importance. Les Augustines, c'est la première communauté soignante en Nouvelle-France. Alors, il y a un patrimoine là évident et essentiel. Alors, ça prenait quelque chose d'assez costaud pour pouvoir ensuite vous assurer qu'on va en prendre soin convenablement. Alors, c'est pour ça que c'est sûrement pas un modèle applicable à tous les projets, dépendamment du contexte dans lequel le projet évolue. Voilà. Ouais, je peux peut-être rebondir sur quelques petites choses pour faire des précisions un peu juridiques pour compléter. Des fois, les gens nous demandent justement c'est quoi la différence entre une fiducie et un OBNL, puis vous l'avez déjà un peu mentionné, la question de l'Assemblée, des membres qui est souveraine, etc. Un OBNL peut avoir un patrimoine, en fait, elle en a un, mais c'est pas sa mission première. Les administrateurs, ils doivent évidemment gérer l'OBNL en fonction de sa mission, mais les règles applicables aux fiduciaires, c'est d'autres règles dans le Code civil qu'on appelle l'administration du bien d'autrui. Donc, c'est vraiment une question d'administrer un bien, d'avoir un véhicule qui sert à gérer un bien, versus un OBNL qui n'est pas nécessairement absolument ça. Ça peut être un tas d'autres choses. Aussi, le fait d'avoir une OBNL, une ou deux OBNL, disons, on the side, là, avec la fiducie, c'est effectivement une stratégie qu'on recommande souvent parce que ça permet de limiter le risque des biens qui sont dans la fiducie. Donc, dans le fond, à partir du moment où on confie la gestion de tout l'ensemble des biens à une tierce partie, bien, le risque est transféré à cette entité-là. Donc, ça fait en sorte que, justement, c'est un meilleur moyen de protéger les biens qui sont dans la fiducie. Puis, je dirais, une fiducie, c'est strict, mais justement, la beauté de la chose, mais ça fait peur en même temps pour certaines personnes, c'est qu'au niveau de la gouvernance, il n'y a rien de prévu là-dedans, là, à part l'administration du bien d'autrui, que je vous ai dit, c'est des articles du Code, mais si vous voulez, ce qui est agréable ou ce qui est le fun à faire dans les projets, c'est que, justement, on détermine avec les porteurs de projets le type de gouvernance qu'ils ont envie par rapport à leur projet. Puis ça, comme je vous dis, c'est pas comme, par exemple, un OBNL où il y a des règles de gouvernance dans la loi sur les compagnies, la partie 3, puis même chose pour les coopératives. Tandis que les fiducies, c'est un peu presque carte blanche là, pour déterminer qu'est-ce qu'on veut faire. Donc c'est ça la beauté de la chose. Puis en même temps, on peut déterminer justement que certaines règles ne peuvent être modifiées que par les tribunaux, puis dire les autres, bien, les fiduciaires peuvent déterminer, etc. Donc, tu sais, pour des choses de règles de régie interne, là, décider c'est quoi le quorum, des choses comme ça, pour les fiduciaires, je dis, c'est pas obligé là, que ça soit immuable absolument, puis aller voir le tribunal pour ça. Là, pardon? Pas obligé d'être aussi précis. Non, exact, c'est ça, là, tu sais. Donc voilà. Puis, au niveau des biens, je vais faire une mention parce que c'est intéressant. Tu sais, on parlait justement ça peut être autant des biens meubles que des biens immeubles, mais ça peut aller plus loin. Puis, je vais vous donner un exemple. On travaille sur un dossier où est-ce que c'est une entreprise, une Inc., là, tu sais, qui a une mission quand même sociale, disons ça de même. Je peux pas aller plus loin que ça dans le niveau de détail, mais un des principaux actionnaires voudrait pérenniser la mission. Tu sais, un peu comme Patagonia, là, tu sais. Puis, dans le fond, lui, il voudrait créer une fiducie qui détiendrait ses actions et qui, à ce moment-là, ses actions qui contrôle, dans le fond, l'entreprise, et comme ça, s'assurer de la pérennité de la mission. Fait que la fiducie, elle ne va pas détenir un immeuble, elle va détenir des actions.
puis elle va être, dans le fond, elle va les utiliser, elle va utiliser ses droits pour s'assurer que l'entreprise continue sa mission. Il y a aussi les archives religieuses du Grand Montréal aussi qui sont sous fiducie comme ça. Puis il y a un tas d'autres exemples, là, mais voilà. 94 dans le droit civil. Qu'est-ce qui explique la relative méconnaissance de l'outil, peut-être dans le milieu patrimonial? Bien, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de juristes qui font ça. Okay. Ah, c'est ça. Ça a été introduit en 94. C'est comme un peu passé sous le radar. Puis même dans les programmes de financement, la législation en général, on fait rarement la distinction entre une fiducie, mettons, privée ou personnelle ou fiducie d'utilité sociale. Ce qui fait en sorte qu'en principe, si on lit les lois, il y a une présomption pour les fiducies, je pense que c'est privé, là, une présomption qu'elle est dissoute après 21 ans. Parce que, bon, quand on utilise le mécanisme de fiducie de manière privée, c'est pour bénéficier de certains avantages fiscaux. Mais il n'y a pas de distinction. En principe, la fiducie expirerait au niveau fiscal, mais c'est en but lucratif, fait qu'elle ne paye pas d'impôts. Donc, c'est un peu... c'est une drôle de patente, là, mais ça n'a pas empêché des fiducies d'utilité sociale d'être quand même créées et d'opérer. Là. C'est juste un glitch dans une loi, mais il n'y a personne qui va commencer à dire qu'elle n'existe plus là, à cause de ça. Quand on a créé ça, c'était une bébite, un peu. Là, partout où on parlait de ça... Puis il a fallu, par exemple, au moment du financement, les programmes de financement, municipalité, OBNL, il n'y a pas fiducie d'utilité sociale. Et il y en a par exemple, le gouvernement fédéral ne voulait pas embarquer dans le projet. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a fait faire une espèce d'étude par quelqu'un qui s'y connaît pour faire dans le common law. On trouvait quelque chose qui ressemblait à ça. Ça a permis au fédéral de dire, oui, il existe déjà quelque chose dans le common law. Alors, dans le code civil, OK. Il a fallu un peu débroussailler le terrain pour faire en sorte que la fiducie puisse obtenir du financement pour le projet de reconversion du monastère. Il existe encore des subventions auxquelles la fiducie n'a pas accès. Et ce qu'on fait habituellement, on passe par l'OBNL. Souvent, c'est des subventions d'aide à des projets spécifiques, dont de Patrimoine Canada. Tout ça. Alors, à ce moment-là, c'est l'OBNL qui fait la demande, même si c'est pour répondre à un besoin de la fiducie, parce que de toute façon, l'OBNL utilise, par exemple, la réserve muséale qui appartient à la fiducie, mais bon, si on a besoin d'entreposage supplémentaire, c'est la fiducie qui va en bénéficier, mais c'est aussi l'équipe de... Tout ça est très, très interrelié. Mais c'est pour te dire qu'en fait, c'est assez nouveau encore. Et ce que j'ai l'impression, en le faisant pour les Augustines, en 2009, ça a été comme peut-être un essai, là, je dirais. Là, on y a regardé un peu, là, voir ce que ça donne. Puis... je pense que les subventionnaires, la ville, le gouvernement fédéral, provincial, tout ça regarde aller ça. Puis là, je trouve ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on en parle pour des modèles différents. On a raffiné aussi la rédaction du contenu. On a trouvé des mécanismes. Et puis là, on applique ça à différents projets. Alors, c'est en train de prendre une proportion, évidemment, auquel on ne s'attendait pas à ce moment-là, mais... au moins, c'est peut-être parce qu'au moins, on n'a pas contribué à rendre ça inaccessible en faisant pour le projet des Augustines. Mais c'est quand même, moi, je trouve ça quand même fascinant, là, cet acte constitutif. C'est lourd de conséquences, hein, j'imagine, le rédiger. Mais je suis curieux de savoir comment on le fait, comment on définit la mission. Alors, j'imagine que c'est un travail qui est quand même, chaque mot doit être pesé, considérant les conséquences à long terme. Comment vous abordez la chose ou en ce qui concerne ne serait-ce que le niveau de détail qu'on va mettre dans l'acte en tant que tel? Quels sont... C'est sûr que oui, évidemment, c'est relativement simple à créer une fiducie, mais c'est très risqué si on fait ça sur un coin de table. Là, c'est ça, parce donc, que ça dure, c'est comme un testament fait trop vite, on dit des bêtises. Donc, en fait, puis moi, c'est ce que j'aime dans ce type de projet-là, c'est que, dans le fond, on travaille vraiment en collaboration avec les porteurs de projets. Il faut comprendre,
faut vraiment comprendre leur vision, comment justement ils veulent se gouverner entre eux, ou justement la mission, etc. Puis il faut être capable de se dire qu'on va rédiger quelque chose qui va durer à perpétuité, là, donc il faut anticiper du mieux qu'on peut. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer dans 50 ans, là, mais puis c'est pour ça, par ailleurs, que on laisse certaines règles flexibles, mais si jamais, plus tard, la fiducie, pour quelques raisons, était plus praticable, mais là, à ce moment-là, il y a un mécanisme, on peut s'adresser à un tribunal pour lui demander de modifier l'acte de fiducie. Donc, à ce moment-là, le tribunal, il va regarder, c'est toujours évidemment, la mission, tout ça, fait qu'un maximum de détails sur la vision, les valeurs qui sous-tendent la fiducie, les bénéficiaires, tout ça. Donc, quand on donne ces détails-là, ça permet de donner des outils à un tribunal pour interpréter l'intention qu'on avait au départ et permettre justement de modifier si jamais elle est plus praticable. Permettre plus tard à être modifiée. Non, pas encore. Bien, comme c'est nouveau, notamment, on n'a peut-être pas eu l'occasion d'avoir une situation où des générations plus tard, on doit repenser la mission en fonction, je ne sais pas, d'un projet de requalification ou d'extension possible. Puis là, de dire qu'est-ce qu'on voulait dire. Finalement, qu'est-ce que voulait dire une génération qui n'est plus là pour nous répondre? Tu vois, c'est intéressant parce que là, nous, on est rendu à une étape où les signataires, les fondateurs, fondatrices ne sont plus là. Okay. On a passé, on est dans la 2e génération, même 3e génération de fiduciaires, par exemple. Ça aussi, c'est un défi. C'est-à-dire que tu rédiges un acte qui correspond aux intentions de 2009, par exemple, sur la base d'une étude sérieuse des capacités de réaliser le projet. Mais à chaque fois qu'arrive quelqu'un, comme fiduciaire ou gestionnaire, arrive avec ses idées, avec ses ambitions, ses expériences aussi. Puis la plupart, en tout cas tous ceux qu'on a accueillis jusqu'à présent, n'ont jamais été fiduciaires ailleurs. Ils ont été sur des conseils d'administration. Alors, et à chaque fois, il faut se rappeler pourquoi c'est là. Puis, alors, on a senti le besoin, nous. Alors, 2009, 2011, on a activé la fiducie. 2012, les sœurs ont cédé le bâtiment, on a fait faire les travaux. En 2015, on a ouvert. Puis en 2016, là, la fiducie n'avait plus le même rôle. Là. Elle était porteur de projet. C'est elle qui engageait les professionnels, puis l'entrepreneur, etc. Du coup, là, elle passe la POC à l'OBNL. Et là, il y avait comme une espèce de... La fiducie fait quoi? Là, on a rédigé beaucoup. Guide de fiduciaire. Qu'est-ce que c'est un fiduciaire? À quoi sert la fiducie? Pourquoi? Quelles sont les intentions des sœurs? On a fait une vidéo avec les sœurs pour qu'elles parlent de leur intention, pour qu'on les entende, parce qu'il y en a déjà qui ne sont plus là aujourd'hui, là, parmi celles qui parlent. Ça, là, il faut pérenniser l'intention, et ce n'est pas quelques lignes sur un acte qui permet ça. Là, alors, parce que des fois, puis comme gestionnaire, par exemple, l'OBNL dit « Hey, on a une bonne idée, on va faire telle affaire. » Oui, mais ça ne correspond pas aux intentions. Alors, il faut toujours jongler avec des intentions fortes qui datent pour nous de 15 ans. Puis ça va bouger encore, Alors, quelle est la souplesse, quel est l'espace que les générations suivantes vont avoir par rapport aux intentions du départ, sans trahir les intentions, mais s'adapter à ce qui s'en vient? C'est pour ça que c'est vrai que c'est lourd de conséquences. Et là, moi, à ce moment-là, on est rendu là, on fait confiance à l'intelligence humaine. Puis on fait confiance à ce que nous sommes comme société, en se disant, puis on a écrit un préambule dans l'acte, là, qui donne un peu la mise en contexte, un préambule qui est une clé d'interprétation. Là. Parce que c'est dans les détails qu'à un moment donné, on a une petite idée, une idée qui nous amène là, qui nous amène là, qui nous amène là. Du coup, on se rend compte qu'on n'est plus dans l'axe des intentions. Alors, il faut être capable de ramener. Puis... Donc, c'est lourd de conséquences. C'est un geste solennel, je dirais, d'une certaine manière, surtout quand c'est pour survivre à des personnes qui ont conçu l'affaire. Alors, moi, quand j'ai commencé avec les sœurs, ils étaient 170, puis ils sont moins de 40 maintenant. Là. Alors, ça descend vite. Là, hein? Alors, ça veut dire que
bientôt, là, il n'y en aura plus là, qui ont connu le début de ça. Alors, c'est pour ça que... Puis, l'autre affaire, c'est que nous, moi, ma préoccupation, c'est de donner à la fiducie les moyens d'être propriétaire de ça. Il faut absolument créer un cadre financier au cadre légal. Le cadre légal t'impose une responsabilité importante, là, un bâtiment, etc., etc. Mais il faut que tu aies un cadre financier qui accompagne ça. Parce que là, moi, genre, en tout cas, je recommanderais à personne d'être fiduciaire si tu n'as pas les moyens de l'être, financièrement. Alors, nous, on a créé un fonds de dotation qui est confié à la fiducie, donc ça fait partie de son patrimoine, un fonds de dotation dont les revenus lui permettent d'assurer une partie des coûts. Et on travaille actuellement dans l'objectif. L'objectif que je poursuis dans l'affaire, c'est de dire qu'il faut que la fiducie ait les moyens d'être propriétaire. D'être propriétaire minimalement, d'être capable de chauffer le bâtiment, d'être capable de le sécuriser, de payer les assurances, vous voyez, ce genre de choses. Alors, si, par exemple, les activités ne marchent plus, parce que les activités sont lucratives et elles couvrent tout ce qui ça coûte pour entretenir les archives, les collections, enfin, tout ça, pour l'animation du lieu, mais pour en être propriétaire, faire des travaux, entretenir, il faut que la fiducie ait les moyens. Alors, tu sais, le gros de la job, là, c'est pas de créer la fiducie, c'est de créer le contexte pour qu'elle soit capable d'accomplir sa mission. Peut-être un des aspects alléchants de l'outil, c'est d'imaginer de mettre à l'abri un bien patrimonial de la spéculation foncière. Est-ce que c'est naïf de l'envisager comme ça? Est-ce que ça se peut dans certains contextes? Comment vous envisagez la chose? Oui, nous, c'est l'intention de notre projet, justement, c'était de pouvoir mettre ces biens-là dans une fiducie pour justement garantir l'abordabilité. Mais c'est sûr que c'est vraiment une question qu'on a eue au début, de se dire, affecter une vocation à un bien, il faut aussi pouvoir permettre à cet actif de vivre aussi dans le temps, malgré cette affectation-là, c'est-à-dire, nous en particulier sur les artères commerciales, mais de dire c'est quand même des locaux qui vont vivre, qui vont s'adapter, puis en plus parce que c'est le but de notre projet aussi, c'est de participer à la redynamisation des artères sur lesquelles on va faire ces acquisitions-là. Donc comment à la fois transmettre un modèle d'affaires qui fonctionne, mais aussi permettre à ce modèle d'affaires de se renouveler et puis quand même d'être pérenne dans le temps, tout en permettant à cette vocation de perdurer. Donc c'est une vraie question à la fois de faire de l'abordabilité, puis à la fois quand même d'avoir un modèle qui permette de grandir quand même. Donc c'est une vraie question. Mais moi, ce que je trouve magnifique dans ce modèle-là, c'est qu'on crée un patrimoine d'affectation. C'est-à-dire qu'on crée non seulement une responsabilité du bâtiment, mais on protège l'affectation du bien. Et ça là, j'en vois pas ailleurs. Toi, tu connais ça mieux que moi, l'univers légal, mais je trouvais ça magnifique parce que là, j'étais capable de dire aux sœurs ce que vous avez voulu, parce qu'elles ont tout donné sans contrepartie financière. Elles ont même créé un fonds de dotation. Alors, il y a un geste très généreux. Alors, j'ai dit, vous allez être protégé dans les intentions, non seulement dans la propriété, mais dans les intentions. Et ça j'étais heureux de ça, qu'on ait trouvé l'existence de ça et qu'on sente que, oui, en effet, il y a une responsabilité maintenant légale qui nous contraint là-dedans. Je voudrais juste rebondir là-dessus, parce que quand j'ai découvert la FUS, ça m'a beaucoup interrogée, parce que moi, dans ma pratique, quand on fait du développement immobilier, on a tendance à voir l'immobilier comme un actif financier. Et je trouve que la FUS force à se re-questionner sur ce qu'est la propriété, puis ce à quoi sert l'immobilier qu'on développe, et justement remettre un petit peu d'humain dans l'immobilier, puis de plus penser ça seulement sur un prisme financier, mais de dire on loge des gens, on permet à des personnes de rester dans ces locaux-là, de faire vivre ces locaux-là, et puis de permettre une certaine abordabilité ou une certaine vocation, d'affecter une certaine vocation de manière pérenne. Ça demande un fort degré aussi de remise en question sur parfois
dans nos pratiques professionnelles en tant que professionnels de l'immobilier en général, de se dire repenser l'acte de propriété aussi, repenser la gouvernance sur le long terme. C'est peut-être aussi l'une des réponses, l'une des points qui pourrait expliquer le fait qu'on soit assez peu renseigné sur les FUS, ou parce qu'on n'y pense pas en fait, parce que penser d'autres modèles de propriété, c'est pas inné quoi, dans nos pratiques. Donc voilà. Moi, je voulais peut-être rebondir sur la question si on peut en venir à la question du patrimoine religieux. Là, je vais prendre mon chapeau de porteuse de projet de redéveloppement, de requalification d'église. Pour moi, une fiducie peut être un outil vraiment intéressant pour la requalification des églises, justement parce que en ayant une utilité sociale, en faveur du collectif, ça en vient à perpétuer les valeurs sous-jacentes à la religion. Là, donc, dans le fond, quand on prend un bâtiment religieux, puis que, dans le fond, on décide d'en faire autre chose, mais pour la communauté, puis qu'on s'assure avec la fiducie que ça demeure de manière pérenne, ben c'est justement une manière de perpétuer ce qui se faisait auparavant de manière religieuse. C'est juste que là, c'est plus religieux, mais bon. C'est un autre véhicule. Exact. Donc, puis évidemment, oui, la fiducie, c'est pour protéger quelque chose de patrimonial. Pour moi, c'est un superbe véhicule, mais se pose la question justement de la pérennisation puis de la question financière, d'être capable de rentabiliser dans le sens d'arriver justement à faire ses frais et à avoir un petit coussin pour tous les travaux qui peuvent être requis pour du patrimoine religieux qui sont excessivement chers. Donc, je veux dire, tant mieux si ça marche pour les Augustines, mais tu sais, pour tout ce qu'il y a comme église au Québec, certaines dans un bon état, mais certaines dans un état très moyen, comme celle, comme la nôtre dans Hochelaga, là, tu sais, se pose l'enjeu de se dire, ben comment on va faire pour pérenniser tout ça? Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la fiducie, donc, ce qu'elle peut faire, en étant propriétaire, là, en détenant l'immeuble, ben à ce moment-là, elle peut consentir divers droits. Donc, elle peut consentir, là, je vais peut-être vous perdre, là, mais tu sais, elle peut consentir des usufruits, l'amphithéose, la propriété superficielle. Donc, on appelle des démembrements de droits de propriété. Donc, elle peut demeurer, disons, propriétaire, gardienne de la mission, là, ultimement, mais quand même permettre divers usages sur un terrain. D'accord. Donc, par exemple, pour une église, puis même là, les Augustines, c'est un peu ça, il y a divers usages. Là, c'est ça. Donc, par exemple, si on a une église avec un presbytère, un grand stationnement, on peut se dire, bien, à ce moment-là, l'église peut avoir, telle vocation. Puis on peut dire, bien, le presbytère, je vais consentir un usufruit ou une amphithéose, puis à ce moment-là, on va faire telle chose. On peut faire du logement dans une autre partie. On peut tout subdiviser ça, mais avec la fiducie qui peut rester, dans le fond, gardienne de la mission et des intentions qui doivent être faites là, dans le cadre des divers projets sur un terrain. On a fait ça chez les Augustines parce que les sœurs demeurent sur le site et ce qu'on a fait, c'est un démembrement du droit, c'est-à-dire qu'elles sont propriétaires de l'usage des espaces qu'elles utilisent, donc. Mais le bâtiment appartient à la fiducie. Et c'est elles qui renoncent à l'usage éventuellement lorsqu'elles vont quitter. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de tout entrer dans le patrimoine de la fiducie. Par exemple, la fiducie a reçu tous les objets qui appartiennent aux sœurs, mais il y a plein d'objets qui ne rentrent pas dans la collection, mais qui sont des objets d'usage courant. Puis, alors, il y a... la fiducie ne s'engage pas avec la même responsabilité envers un bureau pour travailler ou un ordinateur ou une armoire du 17e siècle. Là, c'est pas la même affaire. Un vieil ordinateur des années 90. Peut-être. Le premier Mac, là, tu sais. Le premier Mac, peut-être, mais tu as dit tout à l'heure, Denis, ça convenait bien à ce bien patrimonial. Puis il y a d'autres exemples qui peuvent fonctionner manifestement avec des églises. Puis sans être trop dans la fiction, est-ce que spontanément, vous imaginez des situations où ça serait pas un outil bien adapté
si, je sais pas, j'imagine justement une église qui serait plutôt en ruine, est-ce que ça peut devenir un cadeau empoisonné pour la suite si on donne cet outil-là qui est plutôt rigide? Ou... Bien, ça dépend, parce que si sa mission, c'était de préserver l'Église puis être en ruine, on est mal parti, là. C'est plus ça, là, tu sais. Ça dépend de la mission qui est donnée, là, au patrimoine, là, tu sais. Donc, c'est ça. J'ai pas vraiment... Tu sais, des fois, les gens viennent nous voir avec des étoiles dans les yeux, là, en parlant de fiducie, tu sais. C'est pas la recette miracle à tout, là, tu sais. Puis justement, ce qu'on fait souvent avec les clients, c'est de s'asseoir avec eux puis de s'assurer de bien comprendre le projet puis de passer aussi au travers les autres outils, tu sais. Puis, parce que c'est ça, des fois, les gens viennent nous voir en disant « Je veux une FUS, mon projet ». OK, bien, on va parler de ton projet en premier, là, puis on va voir si la FUS est vraiment le bon outil pour ça. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que c'est pas le bon outil, justement? Mais j'avoue que pour l'instant, c'est pas encore arrivé que la FUS n'était pas le bon outil. mais ça dépend. C'est pas la panacée, mais non, ça marche exact. tout le temps. Bien, ça dépend. Puis il y a aussi les considérations de financement. Là. C'est-à-dire que, justement, les banquiers, je veux dire, pour l'instant, je sais pas pour vous, aux Augustines, mais tu sais, je pense qu'il y a à peu près Fonds d'action puis la Caisse d'économie solidaire là, qui... Tu sais, si je pense à l'exemple d'Angus, là, puis je peux vous expliquer, parce que c'est des choses qui se voient si vous allez au registre foncier, là, bon. Mais tu sais... Angus, ils ont tout refinancé il y a 2 ans. Puis c'est la Caisse d'économie solidaire qui finance ça. Mais tu sais, dans la structure, de la manière que c'est fait, c'est que tu as la fiducie en haut qui détient chaque immeuble, là, mettons qu'il y a 10 immeubles, là, chaque immeuble est détenu par une société en commandite. OK? Puis là-dedans, ben, c'est comme une Inc. Là, à place d'avoir des actions, c'est des parts. Bon. Mais là, la fiducie, en bout de ligne, elle détient les parts des sociétés en commandite. C'est comme ça, elle détient toutes les actions des propriétaires de chaque immeuble. Fait que dans le fond, elle n'est pas directement propriétaire. Je n'épargne le détail, là, mais elle n'est pas directement propriétaire. Puis ça a fait en sorte que ça a été possible de financer parce que les sociétés en commandite, c'est un véhicule qui est plus connu par les prêteurs, les bailleurs de fonds. Okay. Mais quand vient le temps, si on vient à fiducie en tant que tel, il y a encore beaucoup de débroussaillage à faire là, à ce niveau-là. Et la mission était quoi, finalement, au départ, par rapport à Angus? Bien, en fait, eux, je pense, je la connais pas exactement, là, mais je m'en rappelle pas. Là, c'est plus le contexte de revitalisation de quartier puis de préservation du tissu social. Parce qu'à l'époque, quand il y avait, la shop qui avait fermé, mais là, le tissu social, c'était complètement effrité là, à cause de ça. Tout le monde avait perdu l'emploi, etc. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des entreprises de réinsertion, d'économie sociale, etc., qui sont là-dedans. Puis c'est ce qui mène leur philosophie de développement. Là. C'est assez large quand même, donc ça permet de développer beaucoup de projets. Oui, même ailleurs, là, ils sont rendus à Rimouski. Là. C'est ça. Non, mais... C'est large, donc. Non, c'est juste ça, c'est que la vocation est quand même assez large et permet quand même de faire des choses dans ce projet-là. C'est pas parce qu'on parlait de faire des FUS qui soient aussi trop restrictives. Donc, ce qui n'est pas le cas, j'ai l'impression, sur la SDA. Là. Non, puis si on pense, par exemple, aux fiducies foncières communautaires là, aux États-Unis, je pense dans le Vermont, puis tout ça, eux, ils vont pas juste avoir, par exemple, du résidentiel là, dans leur fiducie. Ils vont avoir du commercial, ils peuvent avoir des parcs, ils peuvent avoir... à ce moment-là, se pose la question, même nous, avec l'Église, puis là, ben ça fait peut-être une surprise à ma collègue Camille, bonjour Camille, collègue de Hochelag, que la fiducie, en tant que telle, pourrait ne pas être limitée à l'Église. Elle pourrait dire, ben la fiducie, c'est une fiducie d'Hochelaga, tiens. Puis ça pourrait être, justement, qu'elle va acquérir ensuite des immeubles résidentiels locatifs parce que le beau projet qu'on voudrait faire pour ramener de la gentrification, ben à ce moment-là, pour stopper la gentrification, allons sortir les immeubles résidentiels autour, achetons-les un par un pour être capable de les préserver. Ben oui, tu sais, pour justement empêcher que parce qu'on sait qu'un beau projet, des fois, ça peut amener de la gentrification. Fait que, on peut faire ça pour contrer, puis finalement, étendre ça, détenir Hochelaga au complet. C'est ça, exact. On va racheter le Canada, tiens. Voilà. On va mais ça va, mais tout ça dans une perspective d'abordabilité en faveur de la communauté. Fait que, ça peut pas être mauvais. Ouais, ça, c'est quand même... Il y a un autre usage que je veux explorer, moi, de la fiducie.
Là, je travaille maintenant comme chargé de projet pour la reconversion du monastère de l'Hôpital Général, qui appartient aux Sœurs, aux Augustines, qui est très, très ancien, qui est un bijou du plan patrimonial, mais qui va avoir une autre vocation que celui de l'Hôtel-Dieu, certainement, sur une vocation, parce que c'est dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, c'est un autre quartier, c'est un autre univers. Mais je voudrais vérifier cette idée, on pourra en parler, que la fiducie soit... je ne pense pas qu'elle puisse prendre en responsabilité un lieu comme celui-là, parce que là, ça en ferait beaucoup, mais qu'elle soit partie prenante, tu sais, pour être un peu gardienne des intentions des sœurs, là aussi. Tu sais. Et l'autre aspect, c'est les cimetières. Il y a des cimetières, donc, je vais dire historiques, là, qui sont là depuis longtemps, puis il y a plusieurs personnes dedans. Et l'idée, c'est pas de vider le cimetière, mais peut-être que le cimetière pourrait aussi, la fiducie pourrait jouer un rôle de gardienne de la mémoire, tu sais, en termes, donc, on lui confierait cette responsabilité de gardienne des intentions, comme elle le fait pour l'Hôtel-Dieu, mais peut-être pas en tant que propriétaire des biens, mais en tant qu'intervenant au contrat. En tout cas, il faudrait explorer cette idée-là parce que je ne verrais pas créer une nouvelle instance qui reprendrait le flambeau de gardienne des intentions pour un autre site qui appartient aux Augustines. Enfin, la fiducie a été créée pour recevoir tout ce qui est des Augustines, tout ce que la constituante peut lui donner. Alors, elle pourrait recevoir un autre monastère, elle pourrait recevoir d'autres fonds aussi. Il faudra regarder l'acte. Oui, c'est ça. Je suis comme je suis en train de faire plein de scénarios dans ma tête, là, finalement. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire autant avec tout ça. Donc, on a trouvé... on pourrait peut-être... Ça fait 50 minutes, je pense qu'on pourrait passer à des questions. Je sais pas, je suis certain qu'il y a des scénarios peut-être plus précis qui vous taraudent en ce moment. Donc, je ne sais pas si quelqu'un avait une question. Il ne faut pas se gêner. Sinon, je vais nommer des noms. Là. Oui, on aime des noms. Non, on vient de créer une fiducie dans laquelle vous êtes partie prenante. Puis on a déterminé que la mission, c'était de... Votre mission, c'était de poser des questions. Allez-y. Elle veut pas comprendre, c'est tout. Bravo, Camille. Vous expliquez le démembrement, puis ce que je me demande, c'est que tu parlais, Émilie, de l'Église, puis là, il y a une idée qui est venue en tête. Dans un cadre où est-ce qu'on a un lot qui est l'Église et qu'on a une fiducie d'utilité sociale, est-ce qu'il y a possibilité, dans un cadre de démembrement, de ne pas passer par une séparation de l'eau dans l'achat de permis de la ville? Bien, une amphithéose, ça peut se faire par description technique. Ça se peut. Bien, en fait, l'église Saint-Pierre-Apôtre, elle est comme ça, en fait. C'est une amphithéose sur description technique. C'est René Lévesque Panet, là. Pas mal moi qui ai rédigé l'amphithéose. Hein. Fait que c'est ça, c'est sur description technique. Donc, il n'y a pas eu de subdivision de l'eau à être faite. Bien, là, il n'y a pas de fiducie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est faisable. La fiducie pourrait octroyer une amphithéose sur une description technique. Là. C'est ça que je veux dire. Mais ça dépend du démembrement. Mais ça, on s'en reparlera. Là. Oui. C'est bon. Moi, j'aurais deux questions. Je pense que je vais te laisser mon... Oui, j'aurais deux questions distinctes. Donc, la première, est-ce que vous auriez un exemple concret d'une fiducie d'utilité sociale où, mettons, le terrain a été mis en dehors du marché spéculatif, comme, mettons, pour de l'habitation? Parce que en théorie, on en entend parler, mais est-ce qu'il y a comme des cas de figure qui existent au Québec? Ça n'existe pas encore. Quoique les Augustines, il y a un petit... Oui, ça s'en vient. C'est sur le point d'arriver. Il y en a un, donc le projet L'Écoquartier Louvain-Est, dans Annecy. C'est en train d'être fait. Ça fait, je pense, 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Mais donc, l'OCPM avait recommandé là, la fiducie, tout ça. Donc, ça s'en vient.
pour ce bout-là. On travaille sur une autre dans la MRC de Brome-Missisquoi sur le modèle des fiducies foncières communautaires. Là, C'est comme à Sutton, là, parce qu'ils ont un problème de logement? Oui, entre autres, tout ce coin-là, Fredericksburg, etc. Là, donc, c'est Solutions Immobilier Solidaire, je me rappelle bien, le 6, le SIS. Donc, on travaille avec eux pour être capable de monter quelque chose comme ça, justement, évidemment, c'est pour préserver l'abordabilité. Là. Donc, ça s'en vient. Puis ma deuxième question, c'était, par exemple, pour l'Église Saint-Clément, vous parliez de différents usages. Donc, est-ce que vous avez... Comment vous abordez les différents usages avec l'arrondissement pour justement avoir le bon zonage? Est-ce que vous travaillez avec eux? Parce que, mettons, les Sœurs Grises, juste ici, sur des pins, là, il y a un projet pilote. L'immeuble est maintenant détenu par la ville. Puis même à ça, ça reste un peu compliqué pour qu'ils respectent le zonage ou avoir le bon zonage pour leurs usages transitoires. Bien, c'est sûr que nous, dans la détermination des usages qu'on veut faire, on avait déjà, disons, des axes. Là, c'est un désert alimentaire, donc on voulait répondre à ce besoin-là, offrir des aliments frais, locaux, etc. On a la cuisine collective qui fait pousser des légumes sur les terrains de la SAC. Là, fait que c'est déjà bien. On a un désert sportif, puis on a des pourparlers avec... une institution sportive, disons ça de même, là, pour justement peut-être développer ce bout-là. Même si le stade, il y a de l'air proche, mais il est loin de notre coin. Ce qui est gros qu'il y a de l'air proche. Puis, il y a le volet, évidemment, au BNL, c'est-à-dire qu'il y a plus de 300 au BNL dans Hochelaga qui ont besoin... Il y en a qui ont besoin de locaux. Le PEC qui vient de fermer de force, mais à ce moment-là, ça crée un besoin. Fait que ça, c'est la plupart, il en reste il y a un volet qu'on disait spirituel. C'était plus pour faire, disons, une salle silencieuse où est-ce que les gens pourraient méditer, se recueillir, etc., peu importe leur religion. Fait que c'est sûr que les différents usages vont exiger, là, on avait déjà des discussions avec l'arrondissement. Jusqu'à maintenant, ça semblait pas problématique. C'est sûr qu'on n'avait pas... On n'a pas rien de concret là, à présenter, mais ils étaient déjà au courant des différents usages qu'on voulait faire. Puis je pense que dans la mesure où ça répond... on n'a pas l'intention de faire... c'est à côté de résidence. Là. On n'a pas l'intention de faire une salle de spectacle, un club ou whatever. Là, donc, pour l'instant, ça semblait positif, mais on n'est pas assez avancé dans le projet pour être capable de dire ça. Là. C'est vrai que je suis curieux d'en savoir un peu plus sur Louvain-Est, parce qu'effectivement, au fond, qui est un bout d'artère commerciale, en réalité, ou pas seulement commercial? Bien, en fait, c'est des terrains qui appartiennent à la ville, là, puis il y a des immeubles, je pense, abandonnés ou des choses comme ça, là. Okay. Puis, en fait, c'est la ville qui va transférer à la fiducie qui est en train d'être créée. Donc, elle va transférer à la fiducie les terrains, puis là, la fiducie va octroyer des démembrements selon l'usage, là, parce que je sais qu'il va y avoir de l'agriculture urbaine, un volet commercial, un volet habitation. Donc, le droit qui va être concédé par la fiducie va varier selon l'usage qui va être mis en place. Là. OK. Parce que c'est vrai qu'on rentre dans un enchevêtrement urbanistique, réglementaire plus complexe, là, si démembrement, j'imagine. Ben oui, mais c'est que dépendamment du démembrement, ça entraîne certaines conséquences, permis ou pas. Bon. OK. Fait que je peux pas aller plus loin, par contre. Je suis droit municipal. Question? Réponse? Quelqu'un? Merci. Émilie, tu vas peut-être me voir venir avec ma question. Oh yeah, je l'attends, ta question. On en a déjà discuté un peu ensemble, mais dernièrement, le chantier de l'économie sociale a pris position en disant qu'il ne considérait pas que les fiducies d'utilité sociale faisaient partie du grand cercle de l'économie sociale. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça, quelles pourraient être les conséquences possibles. Je pense que j'ai envie de répondre. Bon, juridiquement, ils ont raison. Si on regarde la loi sur l'économie sociale, les entités qui sont nommées, les fiducies ne sont pas dedans. Si on met ça de côté, sachant que c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a une loi sur l'économie sociale, là, l'économie sociale, quand on en parle, ça a le dos large.
Et en principe, les revenus sont autonomes, etc. Puis des fois, on rentre des OBNL très communautaires là-dedans. Là, tu sais. Bon. Le chantier de l'économie sociale a sa propre fiducie d'utilité sociale pour ses fonds, quand elle fait des prêts. Je dis ça de même. En fait, elle a raison sur certains. En fait, la principale raison invoquée, c'est que c'est pas démocratique, étant donné que tout le pouvoir est confié aux fiduciaires. C'est vrai que c'est peut-être pas démocratique au sens où l'économie sociale conçoit la chose, c'est-à-dire vraiment, tu sais, quand on pense aux OBNL, c'est un membre, un vote, être capable d'élire les administrateurs au CA. Par contre, la beauté de la fiducie, c'est qu'il y a moins, elle est, justement, je le disais, au niveau des règles de gouvernance, elle est très flexible. Je suis en train de travailler sur une fiducie qui incorpore des éléments de la gouvernance démocratique dedans. Mais il faut juste garder en tête à chaque fois, on ne peut pas dénaturer non plus ce qu'est une fiducie, c'est-à-dire que c'est fait pour protéger un actif. Fait que, il faut faire attention parce que les fiduciaires ont des devoirs très spécifiques, une immense responsabilité, puis ils ne peuvent pas, ils sont supposés être indépendants. Donc, ils ne peuvent pas devenir, disons, tributaires de l'humeur, Puis aussi, c'est difficile à définir. Les bénéficiaires, c'est la collectivité. Qui décide à ce moment-là que les fiduciaires, ils font pas leur job, si on décide que ça soit les bénéficiaires? On est en train d'essayer de patenter quelque chose qui permet de peut-être faire un équilibre entre les deux, basé sur justement la gouvernance de la Champlain Housing Trust là, aux États-Unis. Donc, je veux dire, oui, juridiquement, ça n'en fait pas partie, mais je veux dire, ça serait de se priver d'un maudit bel outil si on privait le financement de manière générale. On parlait de la pérennité avec en économie sociale, il faut des revenus autonomes, il faut une autonomie financière, mais c'est ça aussi pour les fiducies. Si ça ne l'est pas, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être pérenne. Ça ne peut pas dépendre de subventions à nauséam. Là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ma opinion. Mais c'est curieux comme positionnement critique public. Pourquoi est-ce qu'on arrive avec ça tout d'un coup? C'est parce que c'est ça. La gouvernance démocratique en économie sociale, c'est très. Je veux dire, il y en a peut-être là-dedans qui sont dogmatiques aussi, là, tu sais. Puis, je vais pas commencer à nommer des noms, là. Donc, il y en a qui ont des noms. Oui, il y en a. Mais tu sais, je pense que c'est parce que... puis je trouve ça étonnant que ça vienne du chantier, mais je veux dire, de manière générale, c'est peut-être parce que ça fait peur, cet outil-là. Tu sais. Justement, ça n'a pas été testé devant les tribunaux. Il y a pas... c'est encore nouveau. Fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut faire. Puis quand on le regarde, oui, de manière traditionnelle, là, si on se fie aux articles du Code, puis d'attitude, là, c'est vrai que c'est juste les fiduciaires qui décident puis qui ont le dernier mot. Mais après, comment est-ce que tu décides ta gouvernance? Tu peux essayer de, jongler un peu avec. Puis par ailleurs, puis il y a le TIES qui a sorti, par ailleurs, des outils là, sur les fiducies. Vous irez voir ça, c'est extraordinaire. Plusieurs outils là, pour les fiducies d'utilité sociale. Puis ils ont sorti un document qui s'appelle « Pour une gouvernance collective des fiducies d'utilité sociale ». Fait que là, là-dedans, ça donne plusieurs outils intéressants pour justement tempérer un peu la mainmise des fiduciaires sur l'administration. Est-ce que tu recommanderais, par exemple, dans une logique de vouloir instaurer un mode de gouvernance démocratique, de mettre des locataires, par exemple, dans ce conseil de fiduciaires-là? Les locataires d'un ensemble où il y a une diversité d'occupants et d'usages. Oui, c'est qu'en fait, tu sais, les bénéficiaires peuvent être fiduciaires, mais ils ne sont pas fiduciaires à titre de bénéficiaires. Dans le sens, ils portent leur chapeau de fiduciaire, c'est parce qu'ils sont là à titre de fiduciaire seulement. Donc, ils sont tenus d'agir dans la mission, en vertu de la mission. Mais oui, c'est tout à fait possible. Oui, c'est faisable. C'est sûr que
il ne faudrait pas que ça soit, justement, que des bénéficiaires, genre utilisateurs résidents, là, parce que là, il y a un problème au niveau de l'indépendance des fiduciaires par rapport à la mission. Donc, ça serait possible. Il n'y a pas eu de gros débat, là, cette affaire-là. Juste moi qui ai dit mon opinion. Juste en lien avec la question de tout à l'heure, est-ce que, je comprends que c'est encore quelque chose d'assez nouveau, mais les discussions sont quand même de plus en plus fréquentes, mais est-ce qu'on a une idée, à l'échelle du Québec, des expériences, justement, ou est-ce qu'on a pu avoir un portrait de ce qui a réussi ou ce qui est dans les cartons? Ou, on a-tu une vue d'ensemble du phénomène actuellement, ou est-ce que c'est très embryonnaire encore? Bien, si vous regardez les documents du TIES, ils ont fait il y a certains documents spécifiques, là, dont un sur les Augustines, il y en a un sur la fiducie du domaine Saint-Bernard, l'autre sur la fiducie de protection de l'Anaudière, puis je pense que je n'ai oublié une, mais c'est ça. Donc, bref, des documents d'à peu près une vingtaine de pages qui expliquent tout le contexte, comment ça s'est passé, comment c'est fait le mode de gouvernance, tout ça, le financement, les opérations. Donc, ça donne vraiment un portrait complet de ce qui s'est fait. Il y a aussi, évidemment, les fiducies sont beaucoup utilisées pour la protection agricole. Donc, ce qu'on appelle les FUSA, là, donc fiducie d'utilité sociale en agriculture ou agricole. Bref, un organisme comme Protectaire accompagne là, justement des porteurs de projets pour de la protection de territoires agricoles. Donc ça, c'est quand même beaucoup utilisé. Il y en a plusieurs, mais il n'y a pas nécessairement un portrait complet. Dans le Code civil, il était prévu que les fiducies seraient surveillées par un organisme gouvernemental. Ça n'existe pas encore, depuis 1994. C'est bien mystérieux, cette histoire-là. C'est comme s'il avait mis ça, puis il l'avait oublié après. C'est ça. Pourquoi c'est apparu à ce moment-là? On spécule ici, mais est-ce qu'il y a des outils similaires dans d'autres pays, puis il y avait un manquement sur ce plan-là, sur le plan légal au Québec? Bien, j'ai pas vraiment de réponse à ça. C'est-à-dire que... Il y a un mémoire de maîtrise à écrire. Ça existe sûrement, là, mais malheureusement, je connais pas la genèse. OK. Tout ce que je sais, c'est que c'est inspiré d'hydro-germanique, mais à part de ça... Ça marche. Il y avait une question? Oui. Je ne sais pas exactement c'est quoi ma question, mais j'ai un questionnement, puis j'espère que ça va lancer des discussions. En fait, j'ai été comme super intéressée par la vision de dire considérer la fiducie, c'est de ne plus considérer la propriété comme un bien lucratif. Ceci étant dit, dans la protection du patrimoine, on sait que l'obtention, le financement, c'est la clé pour réussir à ce qu'un projet marche. Le financement marche souvent par une banque te fait confiance pour te donner de l'argent, parce que tu es capable parce que tu considères la propriété comme un bien lucratif. Fait que là, comment est-ce qu'on sort de cette boucle-là? Je comprends qu'il y avait l'idée de... Dans certains cas, on peut avoir un fonds avec lequel on part, mais si on n'a pas nécessairement cette chance-là, je ne sais pas, dans toutes les fiducies sur lesquelles vous travaillez, comment est-ce que vous sortez de ça, mettons? C'est difficile parce que les banques ou les entreprises financières prennent pas en garantie le patrimoine. C'est comme si c'est trop risqué de prendre un édifice patrimonial comme en garantie. Donc, nous, les banques avec lesquelles on a fait affaire, ils ont plutôt pris en garantie le fonds de dotation, qui, là, est une valeur plus... donc, c'est vraiment les revenus d'opération qui font que c'est possible, le projet des Augustines. Et le fonds de dotation. Alors, il y a dans le projet, là, il y a différentes formes de financement. Il y a de la philanthropie, donc la mission sociale est soutenue par des activités de philanthropie. Il y a un peu de subvention au fonctionnement, notamment du côté du musée. Il y a le fonds de dotation et il y a les revenus autonomes. Les revenus autonomes, c'est des revenus de location des chambres, c'est une hôtellerie. Là, donc, l'été, la location est plus chère. Puis, donc, c'est géré comme un hôtel. Et tous les revenus vont dans la mission. Alors, par rapport à l'idée de mission d'économie sociale,
moi, je ne peux pas dire que c'est la fiducie qui est un modèle d'économie sociale, c'est plutôt la gestion du monastère, tu sais, qui est un modèle d'économie sociale. Et celui qui gère ça, c'est l'OBNL. Alors, la fiducie, elle, est confie par une entente, un contrat, la gestion du site à l'OBNL, dans une perspective de mission sociale. Mais, alors, c'est pas facile Puis moi, c'est difficile pour moi là, de parler du projet des Augustines comme une référence parce qu'il y a des caractères un peu exceptionnels à cause de la grosseur, de l'importance. L'État a investi beaucoup dans le projet, 42 millions quand même, au moment des travaux. Alors, c'est un peu comme hors norme par rapport à une église de quartier, par rapport à un couvent. On est ailleurs. C'est pour ça que j'aime à rappeler ça, surtout parce que la notoriété du projet des Augustines, le fait que c'est là depuis un certain temps et que ça a un certain succès, tout ça, fait que beaucoup de gens regardent ça comme étant un modèle à reproduire, mais là, les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé en 2005, je suis allé voir la Ville de Québec, le Diocèse de Québec, le Musée national des beaux-arts, le Musée de la civilisation, l'Université Laval, puis je leur ai tout demandé s'ils voulaient le patrimoine des Augustines. L'idée, c'était pas de créer un propriétaire, c'était d'en avoir un. Alors, tu sais, et quand personne ne voulait le prendre parce que c'est trop gros, ben, j'ai dit, donnez-nous le OK, puis on va le monter. Alors, tout le monde a voulu que ça marche. Alors, c'est pour ça qu'on a obtenu le financement, mais c'est pas facile parce que quand tu as plusieurs églises équivalentes, plusieurs couvents qui ont des équivalents, c'est vraiment là la difficulté de financer un projet comme celui-là. Si tu n'as pas de revenus, c'est les revenus qui vont t'aider. C'est pas la valeur foncière du bâtiment. Mais ça ne fait pas en sorte que tu es obligé de tomber dans une logique absolument marchande. Il faut juste que tu sois capable de faire tes frais et le coussin en plus là, pour justement les imprévus et tout ça, pour que ça soit pérenne. Ça n'oblige pas de faire de la spéculation, absolument pas. Là. C'est juste de s'assurer que le modèle fonctionne au-delà des gens qui sont là au départ. Là. Quelqu'un veut... Encore une fois, le gros défi, puis vous le savez, vous en faites vous aussi des projets, c'est de trouver un projet qui marche. Là. Après ça, on trouve le cadre légal qui est adapté au caractère du projet. Ça peut être un OBNL qui peut très bien prendre une responsabilité. Mais enfin, c'est pour ça que moi, l'essentiel de l'énergie qu'on y a mis, c'était de trouver un projet qui marche, puis trouver un plan d'affaires, puis un modèle d'affaires qui fonctionnait, puis qui répond aux exigences. Puis tu sais, on a passé une loi d'intérêt privé au gouvernement pour les questions des taxes foncières. Il a fallu se démener là, pour que ça marche. La fiducie, c'est pas très long, tu le dis, ça se tient sur quelques pages, là, puis, mais il faut que le projet soit suffisamment solide pour qu'on l'intègre dans un cadre légal aussi contraignant. Peut-être que ça peut être un modèle aussi, c'est commencer avec un modèle légal plus souple pour faire avancer le projet à titre de promoteur, à titre aller chercher des subventions, faire avancer les affaires. Puis à un moment donné, quand les choses sont assez bien installées, peut-être créer une fiducie. Oui, bien, des fois, dans les actes qu'on rédige, justement, on propose une gouvernance en 2 temps. Donc, dans le fond, évidemment, au départ, c'est des personnes X là, qui portent le projet, tout ça. Puis, dans le fond, on prévoit une révision dans une période X. Là, Angus, notamment, c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont donné une période où est-ce qu'ils développaient. Puis après ce temps-là, ils créaient un comité qui allait réviser la gouvernance pour se dire, bon, OK, ça a-tu marché dans les dernières années? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Là, le projet il est développé. Comment est-ce qu'on s'enligne pour la pérennité? Là? Donc, ça permet justement une certaine adaptation parce que oui, si on couche sur papier quelque chose, mais dans les faits, il n'est pas encore pratiqué. Il n'existe pas. C'est des relations qui vont être créées
à cause du cadre qui est donné, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner dans la réalité. Donc, à ce moment-là, en prévoyant une période de révision, puis comme je vous disais, c'est assez flexible. On peut même la mettre aux premiers 5 ans, après 10 ans plus tard, le même exercice, 10 ans plus tard, le même exercice. Ça permet de faire évoluer la gouvernance au-delà des valeurs essentielles, la mission, tout ça, qui, elle, doit être modifiée par tribunal, mais au moins, ça permet une certaine adaptation dans le temps, là, malgré la rigidité d'une fiducie. Là. Intéressant. On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? La question. Sinon, moi, je peux en poser une. Là, hein? As-tu une question? Oui. On a nos amis du Conseil du patrimoine religieux dans la salle. Puis moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, des fiducies pour les... Je vous mets le spotlight, mais c'est parce que vous savez que je vous aime. On se parle tout le temps, puis tu sais... Une classe renversée. Oui, ça regarde, là, tu sais. Qui va répondre? Est-ce que ça t'embête de prendre un micro? C'est juste qu'on garde... Je pense un peu comme Denis a dit, il y a des projets particuliers qui demandent une intervention particulière, d'autres aussi des interventions peut-être plus locales. Donc, on regarde un peu aussi comment ça fonctionne. On ne connaît pas beaucoup d'expérience. Donc, on vous fait confiance pour essayer de voir un peu comment les choses vont aller. Mais c'est une démarche assez intéressante quand même pour redonner à la collectivité, puis redonner un bien qui appartenait aussi, qui a marqué une histoire aussi, puis qui pourrait durer dans l'histoire plus longtemps. Il y a eu une étude à Québec sur les églises de la ville de Québec où l'équipe qui a mené ça, c'était avec John Porter, qui était président de ce comité-là, a recommandé la création d'une fiducie d'utilité sociale pour prendre les églises. Ça peut être une autre façon de faire aussi. Au lieu d'isoler une fiducie, une église, de regrouper. Maintenant, ça m'apparaît que si on fait quelque chose comme celui-là, il faut qu'on regroupe des lieux qui peuvent s'entraider. S'ils sont tous dans la même situation, je ne sais pas, ils ont tous besoin de grands travaux, ils sont tous dans des contextes précaires financièrement, ils vont tous se couler mutuellement. Mais si tu mets en fiducie des lieux plus dynamiques, plus lucratifs que d'autres, des lieux qui viennent d'être restaurés, d'autres qui sont à restaurer. Tu as quelque chose, tu as un parc immobilier, appelons ça de même, qui peut s'entraider. J'avais rencontré à un moment donné les gens qui s'occupent de la CEPAC, et eux, donc, ils ont plusieurs parcs au Québec. Et c'est ce qu'ils me disaient. On a des parcs qui sont très lucratifs. Ça coûte presque rien à entretenir, puis il y a plein de touristes. Alors ça nous sert pour entretenir d'autres parcs qui sont dans des milieux plus forestiers, par exemple, moins accessibles par les touristes. Alors, il y a comme une espèce de mutualisation, là, ça peut être une façon aussi de procéder plutôt que... Parce que c'est ça, c'est... l'isolement dans lequel on se retrouve. Moi, je veux sauver mon église, moi, je veux sauver mon couvent. On part tous avec le même contexte, c'est-à-dire peu de moyens, il faut mobiliser le milieu, il faut aller chercher les décideurs locaux. C'est toujours la même machine. Est-ce qu'on devrait plutôt essayer de mettre en commun et peut-être que la fiducie pourrait être aussi propriétaire de sites qui, eux, sont uniquement lucratifs pour aider d'autres sites qui ne le sont pas. Alors, je ne sais pas trop. Mais ça pourrait aussi aider à ce niveau-là. C'est ce que font les trusts, notamment, qui prennent des responsabilités d'Église en Angleterre. Je sais que ça, c'est une idée qui est préconisée par Luc Nopin. Hein. Il en parle souvent dans ses conférences. Je ne sais pas si Lucie est encore là ou si elle est partie. Elle est partie. Hein. Donc, Lucie Morissette, qui est sa conjointe, mais qui est aussi très impliquée là-dedans et qui, elle aussi, pense que les fiducies sont un bon véhicule, justement, pour la sauvegarde des églises au Québec. Mais ça, c'est un autre débat. Bon, merci beaucoup. C'est fascinant. On vous regarde aller. On est attentif. Moi, je pense que c'est la CAQ qui cache les fus. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être ça... Ils n'en parlent jamais.
Vous avez Mais remarqué. tu sais, juste un petit exemple, le fun, tu sais, la SAC, là, la Société de l'assurance automobile du Québec, son fonds, là, l'argent qui est récupéré, etc., c'est une fiducie d'utilité sociale. Fait que c'est utilisé. La presse aussi. Le CDPQ Infra en a créé une aussi pour des territoires agricoles à côté de la station du REM à Brossard. Donc, ouais. Bon. Il y en On a plein. poursuit la discussion autour d'une bière sans alcool. Merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment. C'était très intéressant.